Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de cette crise du Covid, qui finalement est détestée, surtout dans sa reprise, puisque beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre comment on est dans cette capacité de reprise, et même alors même qu'on a une seconde vague, un second confinement et que les choses se détériorent, on a une certaine résilience des marchés boursiers, et ça aussi, voilà, c'est vu toujours pareil, comme des craintes sur l'avenir, mais il faut se rappeler que la bourse monte contre un mur de crainte, et ça a toujours été de la même manière. De toute façon, en tant qu'être humain, on se soucie, on a toujours peur, et on se soucie. Et d'ailleurs, tous les grands gourous jouent justement sur vos peurs pour vous pousser à différentes actions. Mais ce qu'il faut bien se dire, voilà, c'est essayer derrière toujours de comprendre les vraies raisons. Et ce qui fait réellement la relation d'un marché boursier, c'est la relation d'offre et demande. Et ça, c'est vraiment très important à comprendre. Au-delà, derrière, et on finit toujours par revenir aux fondamentaux, mais au-delà des différents excès qu'il peut y avoir à court terme. Et aujourd'hui, voilà, vous le savez, si vous me suivez déjà depuis quelques temps, vous connaissez mon discours, vous connaissez un petit peu mes idées également. Il n'y a pas grand-chose qui change, ça évolue avec le temps, c'est surtout, tout est affaire de timing. Donc on travaille des hypothèses de travail, mais derrière, c'est une question de timing. Et là, l'idée première, voilà, c'est bien de comprendre que cette crise n'est pas une crise classique. Ce n'est pas une crise qui commence par une crise économique et qui devient financière, ou est une crise financière qui derrière devient une crise économique. Voilà, on a aujourd'hui une crise avant tout sanitaire. Et donc, ce qu'il faut bien prendre en compte et ce qu'il faut bien réaliser, c'est que on reste et on demeure encore à ce stade-là dans un cycle business économique d'expansion. Et donc on peut en effet avoir peur de la dette, on peut se dire qu'on est très certainement au bout, comme le dirait Dalio, au bout de ce cycle d'endettement, mais tout cela, ça peut durer. On est sur des ordres de grandeur assez importants, en décennies, voire bien plus. Et donc c'est là aussi où l'affaire de timing est vraiment très importante. Et donc, quelque part, quand on parle du Covid, quand on parle de la crise du Covid, qui devient économique, bien entendu, qui potentiellement deviendra financière, il faudra voir les ramifications, il faut bien comprendre que tout ce qu'on peut penser justement sur cette crise, et on peut avoir raison de le penser, potentiellement, ça peut mettre des années encore à se mettre réellement en place. Et pendant ce temps, en tant qu'investisseur, je veux dire, il y a deux choix. Soit on est vraiment en pur fondamental, on achète un certain nombre de valeurs, puisqu'on croit aux fondamentaux, on joue value, on joue l'inflation, on joue le risque, on va chercher des minières, de l'or, etc. Et on joue vraiment une protection à long terme du portefeuille et un côté inflationniste de celui-ci. Mais à court terme, il faut avoir les nerfs, il faut avoir la capacité de pouvoir endurer ça et attendre et patienter que son scénario se mette en place. Ou alors, on suit le marché et on attend que le marché reconnaisse en effet nos hypothèses de travail. À titre personnel, même si j'aime bien anticiper sur un certain nombre de choses et de dossiers, je trouve que la seconde solution est psychologiquement la plus facile à mettre en œuvre, puisque donc on travaille nos hypothèses de travail, mais au-delà de ça, concrètement, on suit ce que fait le marché au quotidien, la semaine, mais en évitant d'être trop axé court terme, bien entendu, de se faire avoir par le bruit de marché. C'est ça, clairement pour moi, la clé pour gagner en bourse, c'est cette capacité à avoir une vision moyen à long terme, à avoir cette capacité de patienter avant de la mettre en œuvre et d'attendre que le marché la mette en œuvre lui-même et donc nous prouve que notre idée est une idée du marché, et on a toujours besoin que le marché nous donne raison pour gagner. Parce que, évidemment, même si vous achetez la meilleure des boîtes au prix le plus bas, avec les meilleurs fondamentaux du monde, à un prix très peu cher, si personne ne le reconnaît, personne n'achètera, et vous avez besoin d'autres acheteurs pour faire monter le prix. Relation d'offre et demande toujours. Et donc c'est ça aussi qui est important, c'est de comprendre crise, expansion, reprise et ces rebonds, de bien comprendre un petit peu la- les enjeux dans toujours cette relation d'offre et demande. Et donc là, bien comprendre que le Covid, c'est un risque et c'est une crise sanitaire, mais qui est exogène.
Et donc, dans un cycle expansionniste, on a toujours ces corrections. On a eu fin 2018 une correction, on a eu également en 2015 correction, à l'époque c'était la Chine, fin 2018 c'était la hausse des taux. Tous ces éléments-là, il y a toujours des bonnes raisons de s'inquiéter, il y a toujours des risques, mais derrière, si on prend suffisamment de recul, on se rend compte que ces risques-là et ces corrections de marché, très souvent très violentes, 30, 40, 50% de corrections, mais qui sont à mettre en perspective par rapport à des super cycles, des supracycles long terme d'expansion. Et en l'occurrence, jusqu'à preuve du contraire, à aujourd'hui encore, nous sommes dans ce super cycle. Et ce que l'on peut voir justement, ce qui peut nous prouver qu'on est dans ce super cycle, bon, d'une part, c'est la capacité qu'ont eu les banques centrales à réagir très rapidement, mais surtout la reprise économique qui s'en est suivie. C'est-à-dire cette reprise économique, c'est que les acteurs, les opérateurs ont une confiance en l'avenir, encore jusqu'à présent. Alors ça va peut-être changer en effet dans les mois à venir, ça reste encore à confirmer, mais ce que l'on constate, c'est que les gens ont toujours envie d'entreprendre, ils ont toujours envie d'investir, le robinet du crédit est toujours ouvert, donc on n'a pas asphyxié l'économie. Et on a évité que cette crise financière, cette crise sanitaire, lapsus, cette crise sanitaire devienne du coup une crise économique, on y est dedans, mais potentiellement aussi une crise financière. Parce qu'il ne faut pas oublier également le rôle des banques. Si on asphyxie l'économie, les banques ne résistent pas et donc il s'en découle une crise financière. Et c'est le cercle vicieux, bien entendu, puisque si on rentre dans une crise financière, les banques ne peuvent plus prêter et donc évidemment on asphyxie un peu plus l'économie. Mais là ce que l'on voit, et on voit pas mal de stats notamment, avant évidemment potentiellement en effet que on craigne à nouveau la seconde vague, etc. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a toujours un appétit pour le risque, il y a un appétit pour l'investissement, il y a du cash, il y a des liquidités, le crédit est toujours ouvert, malgré quelques limitations à droite et à gauche. Mais à ce stade-là, c'est ce qui a permis également ce rebond extraordinaire. Et ce que l'on voit, c'est que le marché, une nouvelle fois, ne s'est pas trompé en l'anticipant. Et le marché a très bien anticipé cette reprise. Alors potentiellement, là aussi, on rentre dans des nouveaux risques à court terme, mais derrière, vous avez toujours la possibilité d'avoir un vaccin. Alors il y a toujours le risque que le virus mute et que donc le vaccin soit déjà obsolète avant même de sortir, mais bon, c'est quelque part des différentes ramifications, mais toujours est-il, c'est qu'il y a du cash, il y a énormément de sociétés qui travaillent là-dessus, donc quelque part c'est une question de temps également. Donc c'est ça aussi en tant qu'investisseur, cette capacité que l'on a à soit être axé court terme et donc en effet plutôt sécuriser et éviter de prendre du risque à court terme, tout en ayant une vision plus optimiste à moyen long terme, en se disant c'est une crise pour l'instant qui est exogène et donc on aura une reprise à un moment donné et donc c'est ça aussi qui fait la reprise parce qu'on reste dans ce cycle expansionniste. Et comme on reste dans ce cycle expansionniste, on a toujours une confiance des opérateurs dans le système, une confiance des opérateurs pour continuer d'investir et c'est ce qui permet d'avoir des reprises fortes, ce qu'on appelle des reprises quasiment en V. Ce qui n'empêchera pas, bien entendu, comme vous le savez, si on a des nouveaux confinements, etc., de retomber. C'est pour ça qu'on a les scénarios en W, les scénarios en K, qui ressortent, bien entendu. Mais pour moi, ce qu'il faut vraiment faire ressortir de là, c'est que ce n'est pas une crise comme d'autres crises qu'on a pu vivre. Et donc, de cette même manière, du coup, la reprise est également différente. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que l'on ait le même type de crise, de reprise, et de causes et de conséquences que sur les précédents événements. On est dans quelque chose de nouveau dans le fait que c'est avant tout un risque qui est extérieur au système. Et le but, et là où les banques centrales, on peut toujours critiquer les banques centrales, mais là où les banques centrales et les gouvernements ont fait le boulot, c'est qu'elles ont évité à ce stade encore que le risque exogène devienne justement beaucoup plus intégré et se transforme cette fois-ci en une véritable crise économique et financière. Alors cette crise, pour s'en sortir, c'est bien simple. On s'en sortira que avec un vaccin. Donc il faut se sortir de cette crise sanitaire pour qu'en effet on puisse réouvrir et que tout l'argent qui est injecté par les gouvernements et les banques centrales puisse servir à quelque chose pour réellement lancer la reprise. Tant qu'on n'a pas de vaccin, qu'on a ces risques de reconfinement partiel ou complet, peu importe, mais on sent bien qu'on ramera.
Donc c'est ça aussi qui est important. Et là, là où je m'attache beaucoup, c'est à lire également ce que des grands investisseurs comme Howard Marks, par exemple, investisseurs qui ont plus une vision macro, donc, disent également. Et ils disent exactement la même chose. Et notamment, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai lu la dernière lettre aux investisseurs de Howard Marks. Donc, je vais vous faire un résumé globalement, mais c'est exactement ça qu'il dit. Donc, bien prendre en compte que là, on n'est pas sur une crise classique, on est sur une crise justement qui est plutôt exogène dans un cycle business qui continue d'être expansionniste pour l'instant. Dans la lettre, il dit deux choses. Il dit, pour s'en sortir, il faut le vaccin. Il n'y a pas d'autre solution, sinon on va ramer, comme je vous ai dit. Et derrière, il va falloir continuellement d'avoir du stimulus. Alors bien entendu, lui, c'était un des premiers à dire que républicains et démocrates ne s'entendraient pas avant les élections pour un stimulus. Mais après coup, tout simplement, il va falloir ce stimulus. Donc en gros, le marché réserve son souffle par rapport à ça, à ces deux éléments. Et donc on va se faire balader, on va continuer à se faire balader en mode série Netflix, entre justement, est-ce qu'on va avoir le stimulus, est-ce qu'on ne va pas l'avoir tout de suite, maintenant, dans 6 mois, parce que les politiques vont continuer de retenir. Et derrière, le vaccin, est-ce qu'il sort pour la fin de l'année? La logistique et la capacité de production également, une fois qu'on a le vaccin, de vacciner les gens, ça c'est un autre élément. Mais donc voilà, tout ça, ça prend du temps, et plus ça prend de temps, plus on prend le risque également que cette crise sanitaire se transforme en une crise plus lourde et impacte la confiance en l'avenir des opérateurs. C'est ça vraiment qui est clé ici. Si on impacte la confiance en l'avenir des opérateurs, qu'on ferme le robinet du crédit, c'est terminé, on transforme tout cela en crise économique et crise financière. Bien entendu, moi je pense que les banques centrales ont encore des cartouches et il ne faut jamais sous-estimer la capacité d'ingénierie financière des banques centrales, et les gouvernements ont encore des cartouches. On reste dans un monde de taux bas et on le sait très bien, les gouvernements vont préférer sacrifier leur monnaie. Et donc c'est ce qui se passera dans les années à venir, même si ça peut mettre potentiellement plusieurs années avant de se dénommer inflation. L'autre élément qui est très important, c'est les taux bas. Les taux bas font que tout est moins cher. Tout est moins cher. On accepte aujourd'hui des rendements plus faibles du moment qu'ils sont au-dessus de ces taux bas. Donc les taux bas, on rappellera, ce qui peut faire la différence à plus moyen long terme, pour moi, c'est les taux longs. Et ça serait une hausse des taux longs qui potentiellement viendrait gripper le système. Par contre, les taux bas, donc c'est les taux d'intérêt des banques centrales, ceux-ci, ils vont rester bas pendant des années, on le sait très bien. Et c'est ce qui permet justement une inflation des actifs, parce qu'on est prêt à accepter donc des rendements plus faibles. Et ça, c'est pas vrai seulement maintenant, c'est vrai sur les 20-25 dernières années. Donc du coup, on sait très bien qu'on avait eu une crise immobilière, donc la crise des subprimes au préalable. On a une population, je parle aux États-Unis, qui est en âge maintenant de devenir primo-accédant, mais on sait également que cette population, ils sont endettés jusqu'au cou, crédit auto, crédit à la carte bancaire, et la plupart vivent potentiellement encore chez leurs parents, ils ont le crédit des études, etc. Donc, c'est assez simple parce que cette population-là, c'est celle qui va être en âge de consommer et qui va pouvoir prendre la relève également du baby boom. Donc, on a besoin de cette population-là. Donc, le gouvernement également, donc c'est du stimulus. Les taux bas font qu'aujourd'hui, même si le prix des actifs est élevé, eh ben, on a quand même cette capacité avec les taux bas, même en n'ayant pas une folle augmentation de son salaire, de pouvoir quand même se payer un appartement, se payer une maison. Et c'est ce qui permet d'ailleurs au prix de l'immobilier, ces taux bas, de rester assez élevés. Donc voilà, tout est question de ces taux bas, c'est important. Et donc également, la hausse du marché action est à prendre en parallèle avec ces taux bas, puisque on valorise évidemment et on va actualiser les profits futurs en fonction également de ces taux. Et donc c'est ce qui permet également de donner une rentabilité supérieure à des actifs d'aujourd'hui par rapport à ce qu'ils seront dans plusieurs années. C'est là aussi où le côté value va devenir très intéressant dans les années à venir, justement, potentiellement avec de l'inflation, une remontée des taux longs, puisqu'on va se concentrer à nouveau potentiellement, parce que là on balance du fric même sur des trucs qui rapportent 1%, du moment que ça rapporte plus que le taux sans risque, donc l'OAT, on balance du fric dessus. Mais ce qui sera très intéressant dans les années à venir, justement, c'est d'avoir un shift
et de voir à nouveau les investisseurs se détourner un petit peu des actifs qui rapportent très peu et de rechercher à nouveau des rendements supérieurs. Donc pour se protéger de l'inflation déjà, si elle venait à remonter, et ensuite des taux longs également. Et donc ça, c'est ça qui sera très intéressant également, et c'est là où on a le débat value qui revient éventuellement pour la décennie à venir. Je ferai d'autres vidéos là-dessus, sinon ça va être trop long, mais c'est l'idée globalement. Voilà, donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, le risque premier, en effet, c'est on ne sait pas, on ne sait clairement pas de quoi est fait l'avenir, donc on sait très bien que si le vaccin met trop longtemps à arriver, ou si ça ne fonctionne pas, parce que le virus a muté, ou que sais-je, si les stimulus ne sortent pas au bon moment ou ne sont pas suffisants, ça on le saura également que dans des mois, voire des années. Ben, c'est là réellement où on a cet impact qui peut, comme je vous l'ai dit, complètement changer la donne et transformer ce risque endogène, cette crise sanitaire, en crise économique et financière plus durable. Et ça, c'est là potentiellement où on peut avoir la conséquence, rejoindre ce que nous dit Ray Dalio, en se disant à ce moment-là, potentiellement, on met un terme après à cette phase expansionniste. Ça ne veut pas dire que c'est la fin des haricots, ça veut juste dire qu'on met un terme à un cycle et qu'on en rentre dans un autre. Je rappelle que le cycle potentiel dans lequel on rentrerait, donc ça serait un cycle de stagflation, c'est quelque chose qui a été connu dans les années 60-70. Bon, on a survécu, bien entendu, mais ça imposera du shift, notamment dans notre capacité d'investir et dans ce qu'on a favorisé ces précédentes années, à savoir la croissance, et dans ce qu'on favorisera peut-être ces prochaines années, plus donc de la value. La grosse question que je me suis posée pour celles et ceux qui suivent, on se l'était posé il y a quelques vidéos, c'est de dire, bon ok très bien, stimulus, on sauve tout le monde, on voit tout ce qui est compagnie aérienne, on injecte, pétrole, on injecte, on fait en sorte, et banques, on injecte. Hein. Le but du jeu, de toute façon, des banques centrales et des gouvernements, ça a été de sauver tout le monde pour éviter justement de créer une crise de confiance. Crise de confiance qui aurait grippé du coup les investissements, les liquidités, et ça, c'est ce qui aurait complètement grippé et transformé la crise sanitaire en crise économique. Ah, bon, mon chat n'était pas trop d'accord avec cet argument, donc du coup, je vais reformuler. Donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que comment on va se sortir un petit peu de tous ces stimulus? Parce que c'est clair et net que même le second stimulus sera potentiellement pas suffisant, il en faudra un troisième, etc. Et donc du coup, même avec les taux bas, avec tout cet argent déversé, très bien, ça va fonctionner. Mais si, comme je l'ai dit, le risque, c'est quand même d'impacter le moral, de donner les mauvaises leçons, c'est-à-dire cet argent-là, actuellement, il y en a tellement qu'on le voit qu'il est déversé partout. Alors il est déversé sur les stratégies de couverture, on voit l'or, l'argent, même le bitcoin, etc. Mais il est aussi déversé sur tout un tas de business qui ne sont pas rentables, ne le seront jamais, et on le déverse juste parce qu'on va spéculer justement à court terme sur des business qui sont sauvés de cette manière-là. Mais la vraie question, c'est de se dire, est-ce qu'on n'est pas du coup là, avec ces dernières années où finalement la Fed, les gouvernements nous apprennent qu'en gros, il y a un chevalier blanc, à chaque problème, il y a un chevalier blanc. Donc on peut faire n'importe quoi, de toute manière, on sera sauvé. Donc on ne perd pas, soit on gagne gros, soit on se fait sauver de toute manière par l'argent du gouvernement. Donc ça, c'est le risque. En effet, de donner finalement pas mal de mauvaises leçons aux investisseurs, de leur permettre de continuer d'investir dans des sociétés zombies qui seront jamais rentables et qui sont très peu ou alors très très peu rentables. Et le seul intérêt, c'est qu'on y investit parce que c'est toujours un peu plus rentable que le taux sans risque. Mais ça, dans un avenir plus lointain, on n'en sait pas. Si vous avez les taux longs qui remontent, si vous avez l'inflation qui remonte, si vous avez une part de risque qui remonte, squeak, on va essayer de se dégager de tout ça. Et c'est là justement où il faudra faire attention, parce qu'après toutes ces années, la salle de concert a été agrandie, mais les portes de sortie de secours sont restées de la même taille. Donc c'est ça clairement le risque. Mais là encore, on parle d'un truc où concrètement, on sait que c'est un risque, mais on ne sait pas dire exactement quand ça advient. Et ça, pour moi, en tant qu'investisseur, si on anticipe trop tôt ce genre de choses-là, on se prend la porte de saloon en pleine figure. Alors j'aime bien l'image que Howard Marks utilise à un moment donné dans sa lettre pour parler justement du fait que ça fait des années qu'on injecte des trillions de dollars dans le marché, et pour autant on n'a pas créé d'inflation. Vous le savez, si vous suivez, en gros, on a eu pas mal d'économistes et de prix Nobel d'économie qui nous ont promis l'hyperinflation depuis 2010, à partir du moment où on a eu les premiers QE.
Cette inflation, elle a eu lieu sur les actifs, hein, donc immobilier, actions, mais on n'a pas eu cette inflation-là dans l'économie réelle. Potentiellement, ça changera. Et on n'en sait rien, et on ne sait pas quand est-ce que ça va devenir. Par contre, il utilise justement une bonne image, je trouve, que potentiellement, on est comme la grenouille, vous savez, qui est dans la poêle, qui est en train de chauffer. C'est-à-dire l'eau est en train de se réchauffer, va potentiellement bouillir, mais comme on n'est pas jeté d'un coup d'un seul dedans, en fait, on a juste l'impression que ça devient plus agréable avant de se rendre compte, peut-être trop tard, que finalement on est dans la bouillie. Donc l'élément le plus important, c'est la croissance. Et donc c'est pour ça finalement on voit l'effort qui est fait par les gouvernements et les banques centrales pour dynamiser coûte que coûte cette croissance-là. Parce que sans croissance, ben, tout ce qu'on a bâti, qui est très fragile, tout ce château de cartes évidemment, s'écroule. Donc il faut absolument cette croissance-là et c'est ça, en tant qu'investisseur, qu'il faudra pouvoir suivre ces prochains mois, ces prochaines années, parce que comme je vous l'ai dit, c'est potentiellement sur un cycle beaucoup plus long que ce que l'on croit. Et donc, on s'inquiète constamment des déficits, des dettes, mais si vous avez de la croissance, quelque part, tout est soutenable et c'est ce qu'on prouve déjà depuis une bonne décennie, que le système est soutenable à partir du moment où on est dans la capacité d'avoir des taux bas à défaut de la croissance. Et si les taux longs remontent, il faudra également retrouver, ou l'inflation, il faudra retrouver également de la croissance. Et c'est là où ça risque un petit peu, qu'on risque de se retrouver au carrefour. C'est là que les choses intéressantes et compliquées potentiellement commenceront. Mais clairement, on le voit depuis ces dernières années, l'inflation, c'est pas si facilement créé que cela. Donc ça aussi, je dirais, il ne faut pas avoir la certitude que l'on va vers un monde hyper inflationniste. C'est potentiellement en effet la route que l'on prend, mais c'est difficile de savoir combien de kilomètres il nous reste encore à parcourir et combien de temps cela prendra. C'est ça tout l'enjeu, clairement. Ce n'est pas quelque part d'avoir des idées, des hypothèses avec des choses finalement. C'est pas là où est la difficulté. La difficulté, c'est le timing, comme toujours. Ah, on va conclure la vidéo en disant, et on l'avait dit, je pense, dans une vidéo il y a une bonne année, que l'avenir, les probabilités pour l'investisseur à long terme sont quand même aujourd'hui réduites. Sa capacité à pouvoir récupérer le même rendement, vous savez, ce fameux rendement, on vous dit investissez dans la bourse, ça va vous rapporter 7-8% par an, et on se base en backtestant, c'est toujours la même chose, sur les 10 ou 20 dernières années. Mais ce qui est important également, c'est de backtester sur des moments de l'histoire. Et on sait très bien qu'on a eu tout un tas de cycles expansionnistes qui ont duré des décennies au travers de l'histoire, mais on a aussi eu des cycles de stagflation, des cycles justement où le marché boursier n'a rien fait. Et donc si on est passif et qu'on joue le marché, eh bien, il faut s'attendre très certainement pour les années à venir justement à des rendements inférieurs à la moyenne historique. Ce qui va plébisciter à mon avis dans ces prochaines années justement, c'est de revenir à une capacité d'être sélectif et donc d'aller chercher de la performance sur le marché, non pas en achetant le marché dans sa totalité et en suivant uniquement ce que fait le marché, mais en allant chercher justement spécifiquement des actions, des secteurs d'activité qui vont nous permettre de battre le marché. Et donc je pense que la gestion active va reprendre un petit peu de ses droits. Donc voilà, l'idée est de se dire que, comme d'habitude, moi je suis un optimiste, je ne pense pas que la situation est totalement calamiteuse, je pense qu'il y a des solutions, il y a des choses qui sont mises en place et comme d'habitude, on bâtit notre hypothèse de travail avec différents scénarios et c'est en avançant au fur et à mesure qu'on va avoir des éléments pour plébisciter un scénario plus qu'un autre. Et à côté de cela, notre but à nous, ce n'est pas d'anticiper dans nos investissements, c'est d'anticiper dans nos scénarios. Et donc au fur et à mesure où on a des éléments qui nous permettent de suggérer des probabilités supérieures à un scénario plutôt qu'un autre, c'est là justement où on va se mettre à surpondérer un scénario plus qu'un autre. Et c'est comme ça qu'il faut l'entrevoir dans une perspective long terme, pas être juste binaire, se dire ça va se casser la figure ou le monde des bisounours sera là demain avec nous. Non, aujourd'hui le marché est correctement valorisé par rapport à ce qu'il fait, dans l'environnement dans lequel il est. Donc clairement, il faut penser qu'il va falloir être beaucoup plus sélectif à l'avenir et avoir cette capacité justement d'avoir nos scénarios de prêt pour pouvoir rester
réactif. Voilà, et c'est ce que dit en substance également la lettre de Howard Marks. Je vous mets un lien vers celle-ci pour celles et ceux qui vont rentrer dans le détail. Il rentre beaucoup plus dans le détail et il explique pas mal de choses, des choses qu'on a déjà vues ensemble, mais si jamais vous avez besoin d'un rappel ou que vous commencez juste à regarder par cette vidéo, ça peut être pas mal de rentrer là-dedans. Je vous mets le lien directement d'un article où j'ai fait des petits résumés de ce qui me paraît important et j'ai traduit ça en français également. Voilà, excellente journée à vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Ça fait plaisir et ça motive à continuer à vous faire ce type de format-là. Et également à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite clochette. Comme ça, vous ne loupez aucune nouvelle vidéo. Excellente journée à vous les graphes. Je vous retrouve dans les commentaires également pour savoir ce que vous en pensez, comment vous vous préparez éventuellement, quels sont vos scénarios. Ça permettra, je vous remercie par avance, de rendre cette vidéo la plus exhaustive possible pour les personnes également qui veulent aller plus loin et donc lire les avis des différents commentaires. Excellente journée une nouvelle fois et à la prochaine vidéo. Salut!